Artemis II était plus dangereuse qu'Apollo 11. Cela paraît absurde. Apollo 11 a volé en 1969 avec un ordinateur de guidage doté d'environ 72 kilo-octets de mémoire morte et de 4 kilo-octets de RAM. Moins d'espace de stockage qu'une seule photo sur votre téléphone. Il a déposé 2 hommes à la surface d'un monde extraterrestre sans aucun plan de secours, si le moteur ne se rallumait pas, et est rentré sur Terre grâce à un bouclier thermique qui n'avait jamais été testé, à des vitesses de rentrée lunaire avec des humains à bord. Et pourtant, la mission qui a améri le 10 avril 2026, forte de toute la technologie du XXIe siècle, comportait des risques qui auraient donné des sueurs froides aux ingénieurs d'Apollo. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Nous avons tendance à considérer le danger dans l'espace comme quelque chose qui appartient au passé. Les débuts, l'époque des cow-boys, quand les astronautes grimpèrent dans des boîtes de conserve, attachés à des missiles balistiques modifiés et espéraient le meilleur. Apollo 11 a été l'apogée de cette époque. 3 hommes ont décollé à bord d'une Saturn V, une fusée dont l'énergie explosive était équivalente à celle d'une petite arme nucléaire, et ont parcouru 250 000 kilomètres jusqu'à un endroit où aucun être humain n'avait jamais mis les pieds. Neil Armstrong a dû piloter manuellement le module lunaire au-dessus d'un champ de rochers pour trouver un endroit sûr pour atterrir, alors qu'il lui restait environ 25 secondes de carburant. Si le moteur d'ascension du module lunaire n'avait pas fonctionné après leur sortie sur la Lune, Armstrong et Aldrin seraient morts à la surface. Le président Nixon avait préparé son éloge funèbre. William Safire l'a écrit. Il était rangé dans un dossier à la Maison-Blanche, en attente. Voilà l'image que nous véhiculons. Apollon, le pari ultime. Et à bien des égards, c'était le cas. Les parois du module lunaire étaient si fines qu'on pouvait les percer avec un tournevis. Le rythme cardiaque d'Armstrong a atteint 150 battements par minute pendant la descente finale, alors que les alarmes du programme retentissaient dans le cockpit et que le centre de contrôle de mission n'avait que quelques secondes pour décider s'il fallait interrompre la mission. L'ensemble de la séquence d'atterrissage reposait sur un seul moteur d'ascension, qui n'avait jamais été allumé sur la Lune auparavant. Et si l'opération avait échoué après le premier pas sur la Lune, il n'y avait pas de plan B, pas de mission de sauvetage. Aucun deuxième atterrisseur n'attend en orbite. Une mort lente en surface et un discours du président. Ces risques étaient maintenant réels, extraordinaires et acceptés par 3 hommes qui comprenaient parfaitement ce à quoi ils s'engagèrent. Ainsi, lorsque la NASA a lancé Artemis II le 1er avril 2026, envoyant Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen pour un vol de 10 jours autour de la Lune, l'hypothèse du public était simple. Voici la version sécurisée. 57 ans de progrès. De meilleurs matériaux, de meilleurs ordinateurs, tout est meilleur. Nous avons déjà fait ça. Cela devrait être une routine. Ce n'était pas une routine. À certains égards cruciaux, il s'agissait d'une mission plus périlleuse que celle effectuée par Armstrong, Collins et Aldrin 57 ans plus tôt. Et la raison tient à un seul élément auquel la plupart des gens ne pensent jamais jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Le bouclier thermique. Lorsqu'un vaisseau spatial revient de la Lune, il pénètre dans l'atmosphère terrestre à environ 25 000 km/h. Cela représente plus de 30 fois la vitesse du son. L'air devant la capsule se comprime si violemment qu'il atteint des températures supérieures à 18 000 degrés Kelvin, soit environ 2 fois la température de la surface du Soleil. Le bouclier thermique de la capsule atteint à lui seul environ 5000 degrés F, 2750 degrés Est. L'air se transforme en plasma, chargé électriquement, qui enveloppe le véhicule et coupe toute communication radio. Pendant les 6 minutes de la rentrée atmosphérique d'Artemis II, personne sur Terre ne pouvait communiquer avec l'équipage. Personne ne pouvait les aider. Ils tombaient seuls à travers les flammes. Chaque mission lunaire habitée de l'histoire a été confrontée à ce moment. Apollon y a également été confronté. La différence, c'est que le bouclier thermique d'Apollo a fonctionné exactement comme prévu. Le bouclier thermique d'Artemis II présentait un défaut connu avant même que l'équipage n'embarque. Retour en décembre 2022. Artemis 1, le vol d'essai sans équipage, a améri dans le Pacifique après un voyage réussi autour de la Lune.
Les ingénieurs étaient ravis. La fusée SLS avait fonctionné. Orion a réalisé une performance magnifique. Ensuite, ils ont sorti la capsule de l'eau et ont regardé le fond. Le bouclier thermique était couvert d'impacts. Des morceaux du matériau ablatif, une substance appelée AFCOAT, s'étaient fissurés et détachés à des endroits que les modèles informatiques n'avaient jamais prévus. Le bureau de l'inspecteur général de la NASA a recensé plus de 100 endroits où le matériau s'était usé différemment des prévisions. 3 des 4 boulons de séparation intégrés au bouclier avaient fondu à travers leur barrière thermique. La bâche du parachute, qui aurait pu porter des traces d'impact de débris provenant des fragments du bouclier projeté, n'a jamais été retrouvée. Il a coulé au fond du Pacifique. Les dégâts n'ont pas entraîné de défaillance catastrophique. La température intérieure de la cabine de l'équipage est restée aux alentours de 75 degrés Fahrenheit tout au long de la rentrée atmosphérique. Si des astronautes avaient été à bord d'Artemis 1, ils auraient survécu. La NASA n'a pas tardé à le souligner. Il restait une marge. Virgin AFCOAT, toujours intacte sous les couches endommagées. Cette distinction est importante, mais elle occulte l'essentiel. Les modèles étaient incorrects. Les essais au sol n'avaient pas permis de prédire ce qui s'est passé. Et le bouclier thermique d'Artemis 2 était déjà construit, quasiment identique à celui qui venait de revenir, ressemblant trait pour trait à la surface de la Lune. La NASA a consacré près de 2 ans à cette enquête. En décembre 2024, ils ont annoncé avoir identifié la cause profonde du problème. Le problème portait sur une propriété du matériau AFCOAT appelée perméabilité, c'est-à-dire sa capacité à laisser s'échapper les gaz à travers sa structure. Lors de la rentrée atmosphérique, l'AFCOAT est censé se consumer lentement selon un processus contrôlé appelé ablation. Lorsqu'il chauffe, le matériau subit une pyrolyse, une sorte de combustion sans oxygène, et génère du gaz. Ce gaz doit s'évacuer vers l'extérieur à travers la couche extérieure carbonisée. Si la pression ne peut pas s'évacuer, elle augmente à l'intérieur du bouclier et des morceaux se détachent. Lors de la mission Artemis 1, la NASA a utilisé une technique appelée rentrée atmosphérique par saut. La capsule a plongé dans l'atmosphère, a rebondi comme une pierre qui ricoche sur un lac, puis a replongé pour sa descente finale. Apollon a utilisé la même technique. Les boucliers thermiques d'Apollo ont parfaitement résisté. Le problème était que l'AFCOAT sur Orion n'est pas le même que l'AFCOAT sur Apollo. Elle a été reformulée. Le processus de fabrication a été entièrement modifié. Le bouclier thermique d'Apollo était constitué d'une unique matrice en nid d'abeille, composée de centaines de milliers de cellules hexagonales remplies individuellement. Le bouclier d'Orion utilise environ 200 blocs AFCOAT préfabriqués. Imaginez la différence entre une mosaïque composée de minuscules carreaux posés à la main et une autre composée de grands panneaux préfabriqués. La nouvelle formulation s'est avérée moins perméable. Et pendant cette phase de saut, lorsque la capsule est remontée hors de l'atmosphère et que la chaleur externe a diminué, la couche de carbone externe s'est scellée. L'intérieur était encore brûlant, continuait à produire du gaz, mais ce gaz n'avait nulle part où aller. La pression monte. Des fissures se sont formées. Et lorsque la capsule a replongé pour son deuxième passage, le bouclier affaibli a commencé à perdre de la matière. Les ingénieurs d'Apollo étaient en réalité au courant du problème de perméabilité. Ils ont conçu leur projet en tenant compte de cela. La structure alvéolaire originale, avec ses centaines de milliers de minuscules cellules, créait naturellement des voies d'évacuation pour les gaz. Chaque cellule était remplie individuellement, et les limites entre les cellules agissaient comme des micro-canaux. Le système respirait. Lorsque ces ingénieurs ont pris leur retraite, lorsque les contrats ont pris fin, lorsque la fabrication a été confiée à de nouvelles entreprises et reformulée pour une capsule plus grande, ce savoir-faire n'a pas été transmis. La formule AFCOAT a été concédée sous licence par son développeur d'origine, Textron Systems, à Lockheed Martin, qui a fabriqué les boucliers Artemis sous contrat avec la NASA. Et, dans un retournement de situation ironique qui serait presque drôle si des vies n'étaient pas en jeu, le bouclier thermique d'Artemis 2 a en fait été conçu pour être encore moins perméable que celui d'Artemis 1. Et non plus. La raison ? Pour faciliter la réalisation de tests ultrasoniques lors des contrôles qualité.
Ils ont densifié le matériau afin de pouvoir le contrôler plus minutieusement, ce qui a involontairement aggravé le problème de perméabilité. Le simple fait de tenter de garantir la qualité a peut-être accru le risque. Les leçons de perméabilité tirées du programme Apollo n'ont jamais été assimilées par la génération suivante. Durant les 5 décennies qui ont séparé Apollo 17 d'Artemis 1, les connaissances qui ont permis aux astronautes de survivre à la rentrée atmosphérique ont été peu à peu oubliées. Et c'est ce détail qui donne tout son sens à cette comparaison. Apollo 11 a été construit par des personnes qui inventaient tout pour la première fois, ce qui signifiait qu'ils remettaient tout en question, car il n'y avait aucun précédent sur lequel s'appuyer. Artemis a été construite par des gens qui pensaient hériter d'un problème résolu, ce qui les a amenés à moins se poser de questions. La confiance était héritée. L'entente n'était pas celle-ci. La NASA avait 2 options. Repenser entièrement le bouclier thermique, ce qui retarderait la mission d'au moins 2 ans, ou bien utiliser le bouclier existant et modifier la trajectoire de rentrée atmosphérique pour éviter les conditions qui ont causé les dommages. Ils ont choisi la 2e option. Le plan modifié a raccourci la distance. Au lieu d'un long rebond hors de l'atmosphère, Artemis 2 effectuerait une descente initiale moins prononcée, suivie d'une remontée beaucoup plus courte avant la descente finale. L'idée était de maintenir la couche de charbon externe suffisamment chaude tout au long de la rentrée atmosphérique pour maintenir la perméabilité. Si la couche carbonisée reste perméable, les gaz s'échappent, la pression ne monte pas et le bouclier tient bon. Mais le maintien d'une température plus élevée impliquait également un chauffage plus soutenu de l'équipage et de la capsule, et réduisait la distance que pouvait parcourir Orion pour éviter les mauvaises conditions météorologiques sur le site d'amérissage. Ils ont troqué une marge de sécurité contre une autre. Des ingénieurs ont testé cette approche dans des installations à jet d'arc du centre de recherche Ames de la NASA et ont vérifié son efficacité sur de petits échantillons d'Avcoat. Un comité d'évaluation indépendant a approuvé leur analyse. Après avoir examiné les données en janvier 2026, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a donné son feu vert. Tout le monde n'était pas convaincu. Charles Camarda, ancien astronaute de la NASA et expert en bouclier thermique, qui avait fait partie du premier équipage de navette à voler après la catastrophe de Columbia, s'est publiquement opposé à cette décision. Il a assisté à des réunions au siège de la NASA en janvier 2026 pour examiner les données et en est reparti non convaincu. Son inquiétude n'était pas que Artemis 2 échouerait nécessairement. Il pensait qu'il rentrerait probablement sain et sauf. Ce qui le terrifiait, c'était le processus de raisonnement. Les mêmes modèles informatiques qui n'avaient pas permis de prédire les dégâts d'Artemis 1 étaient utilisés pour certifier la solution apportée par Artemis 2. La NASA avait procédé à une analyse rétrospective à partir des données de vol pour reproduire les fissures en laboratoire. Mais elle ne disposait d'aucun moyen validé de prédire comment le bouclier grandeur nature se comporterait dans des conditions qu'il n'avait jamais réellement connues. Le commandant Wiseman avait une vision différente. Il a assisté aux revues techniques, examiné les données avec les experts et en est ressorti confiant. Selon lui, si quiconque s'apprêtait à embarquer à bord de la fusée avait assisté à ces réunions, écouté les ingénieurs et analysé les données, il aurait éprouvé la même sérénité que lui. Ça a de la valeur. Mais il convient également de noter que les astronautes sont, par nature et par choix, des personnes qui recherchent le risque. C'est ce qu'ils font. La question est de savoir si l'institution qui les soutient gère ce risque ou le rationalise. Camarda a repéré un schéma qu'il reconnaissait. En 2003, lors du lancement, un morceau d'isolant en mousse s'est détaché du réservoir externe et a heurté l'aile gauche de la navette, perforant les tuiles de protection thermique. Des ingénieurs de la NASA ont repéré l'impact de la mousse sur les images de la caméra pendant la mission. Certains ont exprimé des inquiétudes. Ils ont demandé des images satellites de l'aile pour évaluer les dégâts. La direction a refusé la demande. Le raisonnement était familier. Des impacts de mousse s'étaient déjà produits, et la navette s'en était toujours sortie indemne. Columbia s'est désintégrée lors de sa rentrée atmosphérique le 1er février 2003.
7 membres d'équipage sont décédés. Camarda a suivi le débat sur le bouclier thermique d'Artemis II et y a perçu des échos de cette logique. Nous l'avions déjà utilisé et tout s'était bien passé. Les marges étaient adéquates. Le risque est acceptable. Il a averti qu'un vol réussi d'Artemis II serait en réalité, d'une certaine manière, l'issue la plus dangereuse possible. Cela validerait un processus décisionnel qu'il jugeait fondamentalement erroné. Le succès apprendrait à la NASA qu'elle peut faire voler des appareils présentant des défauts connus, et cette leçon, appliquée à une mission inappropriée à l'avenir, pourrait être catastrophique. Maintenant, comparez cela directement à Apollo 11. Armstrong, Aldrin et Collins ont volé avec un bouclier thermique conçu spécifiquement pour les conditions de rentrée atmosphérique auxquelles ils seraient confrontés. La formule AVCOAT a fait ses preuves. Le processus de fabrication était clair. Les caractéristiques de perméabilité ont été prises en compte. Lorsque Apollo 11 a pénétré dans l'atmosphère à environ 25 000 mph le 24 juillet 1949, le bouclier a fonctionné comme prévu. Sans surprise, aucun morceau manquant. Le danger d'Apollo 11 résidait dans les inconnus, les choses que personne ne pouvait tester à l'avance, comme le fonctionnement réel du module lunaire à la surface. Le bouclier thermique était l'un des éléments qui leur inspirait confiance. Artemis II a bouleversé cette équation. La mission n'a pas atterri sur la Lune. Il ne s'est amarré à rien. Il n'a pas déployé de module lunaire. La plupart des opérations complexes de rendez-vous et d'atterrissage qui ont rendu la mission Apollo 11 si éprouvante étaient absentes du plan de vol. S'envoler, faire une boucle, rentrer à la maison. Une trajectoire de retour libre, ce qui signifie que même si le moteur ne se rallumait jamais après la combustion d'injection translunaire, la gravité de la Lune ramènerait la capsule vers la Terre. Apollo 13 a suivi un profil similaire en avril 1970, et cette trajectoire leur a sauvé la vie. Le danger d'Artemis II s'est concentré dans ces 34 dernières minutes, le 10 avril, soit le temps entre la séparation du module d'équipage du module de service et l'amérissage dans le Pacifique. 13 minutes de rentrée atmosphérique active, où tout devait se dérouler parfaitement. L'angle devait être précis. Une pente trop raide, et les forces G seraient mortelles. L'échauffement catastrophique. Une profondeur trop faible, et la capsule rebondirait hors de l'atmosphère pour filer dans l'espace sans possibilité de retour. Les parachutes, tous les 11 déployés successivement, ont dû s'ouvrir. La capsule devait survivre à la transition d'environ 25 000 à 19 000. Une décélération qui a soumis l'équipage à près de 4 jets. Si vous découvriez que les freins de votre voiture présentaient un défaut de conception qui les faisait surchauffer lors de descentes prolongées, vous ne diriez pas simplement « nous éviterons les côtes ». Tu réparerais les freins. La NASA a essentiellement déclaré « nous éviterons les collines ». Et la colline qu'ils évitaient correspondait au profil thermique spécifique d'une rentrée atmosphérique complète qui se trouvait être la trajectoire conçue pour leur offrir la plus grande flexibilité possible pour éviter les intempéries au point d'amérissage. Le 10 avril, les lois de la physique se sont concrétisées. À 19h33 à l'est, le module d'équipage s'est séparé du module de service de fabrication européenne, exposant pour la première fois le bouclier thermique à l'espace. 4 minutes plus tard, Orion a effectué une brève manœuvre de montée de 18 secondes pour définir l'angle d'entrée approprié. À 19h53, alors qu'elle se trouvait encore à 3047 km du lieu d'amérissage, la capsule a atteint le sommet de l'atmosphère à 122 000 mètres d'altitude, voyageant à 39 600 km/h, à seulement 210 km/h du record de vitesse établi par l'équipage d'Apollo 10 en mai 1969. La rentrée atmosphérique était entièrement automatisée. L'équipage a chevauché la boule de feu en pilotage automatique, leur vise entre les mains du système de guidage et du bouclier thermique situé en dessous d'eux. Le plasma enveloppait la capsule. Les communications ont été coupées. Au centre de contrôle des missions, les familles des astronautes attendaient dans une salle d'observation. Le directeur de vol principal, Jeff Radigan, a admis ressentir ce qu'il a qualifié de peur irrationnelle, qui relève tout simplement de la nature humaine. 6 minutes plus tard,
La capsule est sortie du noir. 2 parachutes de freinage se sont d'abord déployés, ralentissant Orion à environ 300 milliphames. Puis 3 parachutes pilotes. Puis 3 énormes conduits principaux, assez grands pour couvrir un terrain de football, s'ouvrent successivement et ramènent la capsule à environ 30 km/h. À 20h07, à l'heure de l'Est, Orion a touché Lio, au large de San Diego. Le centre de contrôle a déclaré que c'était une cible parfaite. Le commandant Wiseman a transmis par radio que les 4 membres d'équipage se portaient super bien. En moins de 2 heures, les équipes de récupération les ont sortis de la capsule, placés sur un radeau et héliportés jusqu'à l'USS John P. Murtaugh. Le bouclier thermique a tenu bon. Mais dans quelle mesure? Cette question ne trouvera pas de réponse définitive tant que les ingénieurs n'auront pas démonté la capsule dans les semaines à venir. Chaque fissure, chaque creux, chaque zone d'ablation inattendue sera cataloguée, mesurée et comparée aux prévisions. Si le bouclier a fonctionné comme prévu par la trajectoire modifiée, cela valide la solution opérationnelle. Si les dégâts observés ressemblent de près ou de loin à ceux d'Artemis 1, cela soulèvera de sérieuses questions quant à toutes les hypothèses qui ont motivé la décision de ce vol. Il y a un autre aspect à cela qui n'est pas suffisamment abordé. La capsule Orion est plus grande que le module de commande d'Apollo. Apollo mesurait environ 12 pieds 10 pouces de diamètre à sa base. Orion mesure 16 pieds et demi. Ce bouclier thermique plus grand présente une surface plus importante, davantage de blocs AVCOAT, plus de joints entre ces blocs, et donc plus de risques d'ablation irrégulière. L'augmentation de la taille d'un système de protection thermique n'est pas un problème linéaire. Les propriétés physiques de la perméabilité au gaz, de la dilatation thermique et de la distribution de la pression varient toutes en fonction de la taille. L'équipage d'Apollo 11 a dû affronter la terreur d'atterrir sur la Lune avec seulement 25 secondes de carburant. L'équipage d'Artemis 2 a dû affronter la terreur de la rentrée atmosphérique dans une capsule dont le système de protection thermique avait déjà connu une défaillance et avait été réparé par un changement de trajectoire plutôt que par une réparation matérielle. Le danger d'Apollo 11 était le genre de danger auquel on s'expose lorsqu'on se porte volontaire pour faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Le danger d'Artemis 2 était de celui qui découle des compromis institutionnels, du fossé entre ce que savent les ingénieurs et ce que décident les gestionnaire. La mission a réussi. Victor Glover a décrit avoir observé le Soleil disparaître derrière la Lune lors d'une éclipse solaire totale depuis les fenêtres d'Orion et l'a qualifié de l'un des plus beaux cadeaux de la mission. Christina Koch observa la Terre depuis une distance de 400 000 km. Jeremy Hansen est devenu le premier Canadien à quitter l'orbite terrestre basse. Red Wiseman a commandé le vol habité le plus éloigné de la Terre dans la histoire de l'humanité, atteignant 252 756 miles de la Terre le 6 avril et battant le record d'Apollo 13 de plus de 4000 miles. Voilà les histoires qui seront racontées. Le triomphe, les images de la Terre se détachant sur la Lune, l'équipage baptisant les cratères du nom de leur vaisseau spatial et de leurs proches, l'amérissage et les acclamations. L'histoire du bouclier thermique tombera dans l'oubli, reléguée aux notes de bas de page techniques. La NASA a déjà annoncé que les futures missions Artemis utiliseront un bouclier repensé avec une perméabilité AVCOAT améliorée. Les données recueillies par le bouclier thermique d'Artemis 2 détermineront directement le calendrier d'Artemis 3, la mission qui devrait permettre de faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire, pour la première fois depuis 1972. Si le bouclier a bien fonctionné, le programme pourra se poursuivre. Dans le cas contraire, toutes les missions en aval sont reportées le temps que les ingénieurs les repensent. Le bouclier Artemis 2 deviendra le témoin d'une période de transition, d'une période de croissance difficile entre 2 époques. Mais ses performances, une fois l'analyse des ingénieurs terminée, façonneront l'avenir des vols spatiaux habités pour la prochaine décennie. Mais la leçon est celle que Charles Camarda a tenté de dénoncer, celle qui résonne à travers Challenger et Columbia, et chaque autre moment où la dynamique institutionnelle a devancé les certitudes techniques. Les missions les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui ont les objectifs les plus spectaculaires.
Parfois, la mission la plus dangereuse est celle où tout le monde s'accorde à dire que tout se passera probablement bien. Apollo 11 s'est envolé vers l'inconnu. Artemis 2 s'est heurté à quelque chose de sans doute pire. Le partiellement connu. L'espace où l'on dispose de suffisamment de données pour se convaincre que l'on comprend le risque, mais pas assez pour le prouver. Les astronautes d'Apollo portèrent le poids de l'incertitude totale et la liberté qui en découle. Tous les ingénieurs travaillant sur ce programme savaient qu'ils procédaient par supposition. Et cette honnêteté les a rendus prudents. Les astronautes d'Artemis 2 portèrent le poids d'un problème spécifique, identifié et non résolu, ainsi que la garantie institutionnelle qu'il avait été géré. Et « gérer » est un mot très différent de « résolu ». 4 astronautes sont rentrés chez eux parce que la physique a coopéré avec les mathématiques, parce que la trajectoire modifiée a maintenu la couche de charbon perméable, parce que le gaz s'est évacué et que la pression n'a pas augmenté, et que l'AFCOAT a tenu bon pendant 5000 degrés F et 3,9 G et 6 minutes de silence. Et la prochaine fois, la NASA disposera d'un meilleur bouclier. La prochaine fois, les modèles pourraient effectivement prédire le comportement du matériau. La prochaine fois, le savoir institutionnel sera un peu moins fragile. Mais cette fois-ci, lors de ce vol, Artemis 2 a réussi un exploit qu'Apollo n'avait jamais eu à réaliser. Et le fait que cela ait fonctionné ne signifie pas que ce n'était pas le pari le plus risqué. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.